Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au Cinématographe. On a fait un petit changement de salle pour des questions de, on va dire, de confidentialité. Donc, puisque c'est vrai que le film que vous allez voir se prête beaucoup à, peut-être pas aux confessions, en tout cas va certainement susciter beaucoup de questions et de remarques de votre part, et vous allez voir que c'est un vrai cocon qui s'appelle le cinématographe, et ça, c'est très lourd de sens, vous allez comprendre pourquoi. Donc juste avant de lancer le film, nous avons l'immense plaisir ce soir de recevoir le réalisateur du film, Hans Martin Sigrist, ici présent, qui nous vient de Bâle. Hans Martin, si tu veux bien nous remercier. Ainsi que Roland Cozandier, qui est donc historien du cinéma et qui a aussi beaucoup travaillé sur le cas Machika. Donc, bienvenue à vous deux, et ravi de vous accueillir. Est-ce que tu souhaites dire quelques mots, peut-être juste avant qu'on lance le film, sans trop en dire? Certainement. D'abord, merci d'être venu malgré la neige et tout ça. Et c'est disons une chose un peu triste que je dois dire. Nous aimerions bien dédier cette séance à notre ami et producteur et caméraman Reinhard Manz qui est décédé il y a 2 semaines. Et alors peut-être... Faites la photo de Reinhard Manz qu'on a reçu. Et alors pour nous c'était très triste puisque on a les 3 ans passés, on a filmé ensemble, surtout dans le temps de Covid, qui a été même une sorte de chance puisque les musées étaient fermés et on a prendre beaucoup plus de temps. Et alors vous allez bien voir que c'était un professionnel de tout son cœur. Et alors comme je dis, nous sommes très tristes. Merci et bonne projection. Hein. Merci, à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, Hans Martin Sigrist. Et Roland qui nous rejoint tout de suite. Merci. Merci à tous les deux pour ce film formidable, vraiment une révélation, je crois, pour beaucoup d'entre nous. Qui connaissait le personnage avant de voir ce documentaire? Levez la main. Quelques-uns quand même. En tout cas, je salue les spécialistes du cinéma et j'ai jamais vu autant de collègues de la Cinémathèque de Pontin ici ce soir. On est ravis de vous accueillir toutes et tous. Donc, à sortie, juste peut-être qu'on va passer assez rapidement aux questions des réactions des publics, mais peut-être demander à toi, ainsi qu'ensuite à Roland, un petit peu la genèse, les origines de ce projet de recherche, parce que c'est vrai que tu as 1000 cordes à ton arc, tu fais la production, la réalisation, tu es prof d'université, tu as écrit des scénarios, des articles de presse. D'ailleurs, le très bel article que je vous recommande de lire dans le très beau magazine La Couleur des Jours, que je salue au passage pour leur partenariat. Donc voilà, savoir un peu comment t'en es arrivé à rencontrer ce personnage incroyable. Alors, c'est très simple, je dois ça à ce monsieur. C'est-à-dire, dans cette célèbre centenaire, ce centenaire du cinématographe en 1995, nous avons décidé de me rapporter le film à l'endroit, pas loin, à l'endroit de son origine. On a utilisé un projecteur vidéo. Aujourd'hui, ça aurait été absolument impossible. Mais on avait pas mal de succès puisque les gens ont réalisé qu'on a filmé à Bâle, même il y a 99 ans. Et Roland nous a fait un très beau programme dans le cinéma, dans le Stadtkino sogar, si je me trompe. De toute façon, pour moi, c'était toujours un défi, puisqu'on a fait une grande gaffe. C'est-à-dire notre étudiant qui était à l'installation et qui a donné des explications, tout ça.
a été rapproché d'un monsieur, d'un vieillard. Il a dit qu'il était sûr que ce petit gamin que vous avez vu avec le parapluie qui se retourne, que c'était son père. Et malheureusement, l'étudiant n'a pas demandé ce qui était. Alors cette piste était perdue et j'ai trouvé que c'était tellement dommage. Et alors, mais j'ai toujours, dans mes cours à l'université, je les montre et je me dis, écoute, c'est dommage. Et on a continué et finalement, il faut bien dire, tu te souviens, même si la stabilisation analogue à l'époque a fait possible de d'identifier l'Avanchi Clark, auparavant on ne l'avait pas vu, puisque la stabilisation était tellement mauvaise. Et alors même cette projection sur les ponts a emporté quelques résultats, et le plus important était qu'on a pu identifier l'Avanchi Clark, et puis on a continué. C'est toujours comme ça, si l'on peut identifier une personne dans un film retrouvé, ça dure 1 an pour trouver un deuxième, mais après c'est toute une avalanche. Ce film de Bâle montre 80 personnes dont la moitié maintenant portaient nom. Et je trouve c'est très très beau dans ce film que vous avez vu devant le palais de l'Avanchi Clark. Au commencement, on a trouvé 6 noms des Africains. Je trouve ça c'est particulièrement beau qu'on trouve, qu'on peut identifier des figures, des individus qui étaient vendus comme une troupe de nègres, n'importe quoi. Selon les termes de l'époque, ouais. Et Roland, peut-être, rapproche-toi peut-être de nous. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Il y a plusieurs périodes dans la connaissance de l'Avanchi Clark pour répondre au fond à la question qui connaissait. Il y a la première, c'est le temps de son renom, qui va à peu près jusqu'à la Première Guerre mondiale, mais peut-être un peu avant, dans un monde particulier ou dans des mondes particuliers. Donc vous avez vu la description dans le film. Après, il y a un oubli absolument normal. Il n'y a que les journalistes qui s'étonnent qu'on ait pu oublier quelqu'un comme ça. Il y a des milliers de personnes actives, importantes, quand on les étudie, qui ont été oubliées. Il fait partie simplement de ce que l'histoire laisse passer, ou les historiens laissent passer. Et puis, il y a une méconnaissance normale aussi, parce que quand la Cinémathèque française, ou plus tard les archives françaises du film, ont célébré à chaque fois l'anniversaire du cinématographe Lumière, la Cinémathèque a reçu les copies des films tournés en Suisse. Et ces films, moi je les ai vus comme au ciné-club, je les ai vus à la Cinémathèque quand je faisais du ciné-club dans les années 70, et on se doutait pas effectivement de ce qu'on voyait, comme pour beaucoup de choses très anciennes qui nous venaient avec une révérence. C'est des choses anciennes, c'est les premiers films. Et à ce moment-là, ce qu'on appelle maintenant le cinéma des premiers temps, early cinema, n'était pas une branche d'études. Et c'est à partir de la préparation du centenaire, en 1992, qu'on publie à deux, avec un chercheur français qui a disparu, un article sur l'Avanchi Clark qu'on avait entre deux identifié, parce que son apparition est de toute façon extrêmement visible, et que si vous mettez un pianiste de film muet devant ses films sans lui dire, il sort de la salle et il dit « c'est qui machin avec son grand chapeau ?» Et ça, c'est le moment de la reconnaissance d'une certaine envergure, de la reconnaissance des liens que le film explique avec cette recherche de l'image animée. Elle date des années 90, et si vous allez dans le Who's Who of Victorian Cinema, et dans l'encyclopédie Routledge des films du premier temps, l'Avanchi Clark a son article. Mais effectivement, à partir de ce moment-là, pendant 20 ans, la recherche n'a pas été poursuivie. Et quand Hans Martin s'y met, à partir de
dans le souvenir du film du Pont de Bâle, c'est à partir de 2014-15, quelque chose comme ça. La situation est différente. Et notamment les films dont on savait qu'ils existaient depuis les années 90, ce fameux dépôt, que les descendants de Lavanchi Clark ont fait à Bois d'Arcy. Pourquoi à Bois d'Arcy? Parce qu'ils avaient la trouille de passer la frontière avec des films. Donc ils se sont dit, on les dépose en France. Et c'est à ce moment-là que Bois d'Arcy, c'est-à-dire les archives françaises du film, venaient d'être créées. Que ces films, c'est à ce moment-là que ces films, dont on connaissait l'existence mais qui n'avaient jamais été traités, ont ressurgi. Et c'est à ce moment-là qu'Hans Martin intervient pour renouveler complètement par un livre, par une expo, par ce que vous venez de voir, le travail qui avait été fait 25 ans auparavant. Donc ça signifie qu'il faut être patient. Et donc, puisque tu parles du livre, donc toutes ces recherches ont fait l'objet d'un livre qui a été édité il y a quelques années. Et puis, vous préparez, semble-t-il, peut-être un nouveau livre sur un autre aspect de Lavanchi Clark, de photographie. Oui, vous avez bien vu ces photographies d'une qualité. Auparavant, on a toujours cru qu'il était un photo amateur dans le sens plutôt allemand, c'est-à-dire mal doué, un photographe mal doué. Mais de toute façon, ces panorames que vous avez vus sont extrêmement bien cadrés. Ces décadrages sont stupéfiants, puisque normalement, il avait eu la caméra numéro 8, si je me trompe, la 8e caméra produite par Edison aux États-Unis. Alors il était probablement un des premiers à utiliser une caméra pareille en Europe. Alors, il a évidemment fait des épreuves, il a expérimenté, et surtout avec le format en eau et tout ça, c'est incroyable. C'était pas juste. Normalement, j'ai toujours eu l'idée que si l'on a un nouveau système de technologie, on a une tendance d'être pas trop audacieux, de continuer les formes, les iconographies traditionnelles et tout ça. Mais il semble qu'il a voulu. Et de toute façon, la qualité est tellement bonne que même Herzog, le fameux collectionneur, a dit c'est si formidable, il faut faire un livre. Et on est en train de trouver le financement, mais je suis sûr que avec des contributions de différents chercheurs, alors on va faire ça dans 2 ans, je suis sûr. Ce que ça permet de dire, c'est que par rapport à ce qu'on savait avant, le film apporte 2 choses. Il enrichit extrêmement tout le réseau social, et jusqu'à cette fameuse découverte de la présence de Hodler dont vous aviez entendu parler il y a quelques années, il y a 2-3 ans, grâce à une méthode de lecture de l'image qui est innovante, et qu'on a montré d'ailleurs à Pordenone en tant que telle. Cette analyse de l'image qui ne pouvait être faite qu'avec des outils digitaux, d'une part, amplifie à travers la connaissance même du contenu des films ce qu'on pouvait même pas soupçonner, et d'autre part, vous apercevez au bout de ce film que vous ne pouvez pas confiner Lavanchi Clark au cinéma. La période de Lavanchi Clark, c'est une période cinématographique, des images animées, c'est une période qu'on peut faire aller, c'est à peine une dizaine d'années, c'est moins d'une dizaine d'années, mais vous devez l'insérer dans quelque chose de beaucoup plus large. Et c'est cette insertion dans quelque chose de beaucoup plus large qui est intéressant et que montre bien l'exposition à Bâle. C'est un homme de médias au sens le plus large du terme de ce qu'on peut appeler à ce moment-là un homme de médias, même si on utilise de façon anachronique cette expression. Et par rapport à l'exposition justement qui a lieu à Bâle, je vous encourage vivement à y aller, c'est jusqu'au 29 janvier, donc vous avez encore 2 petites semaines pour y aller. Mais qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans l'exposition qu'on n'aurait pas forcément vu, qui est donc au musée Tinguely, qu'on n'aurait pas forcément dans le film? Beaucoup plus de matériaux sur les vedettes, les stars, mais surtout, puisque vous êtes des professionnels ou des amateurs du cinéma, alors pour nous,
faisant cette exposition était une sorte de libération, puisque il y a pas mal de gens qui disent le film est surchargé des matériaux, et c'est toujours, si l'on veut rendre justice à un homme qui a fait tant de choses parallèlement et parfois et qui a fini, achevé de faire une activité pour la reprendre après tout ça. Alors c'est pas très pour le mettre dans un discours filmique, c'est un grand défi, et peut-être que c'était pas que nous n'avons pas toujours réussi. Mais si vous pouvez transmettre ça dans un dispositif spatial, alors c'est plutôt fascinant. Alors vous pouvez montrer que, disons, la chronophotographie et ces vendeuses automatiques, puis même Sarah Bernhardt a un certain lien si l'on pense dans les dimensions de cet monsieur qui a voulu, comme tu viens de dire, utiliser, pratiquement mettre à usage même économique, tous les médias, toutes les activités, tous ces réseaux qu'il a eu. C'était un réseau... Comment dire ça? Réseauteur. Un réseauteur incroyable. Mais qui était, comme tu viens de dire aussi, qui n'était pas le seul. Alors, c'était le grand temps, la grande époque des industriels comme Lever. C'est tout à fait normal que des fous, on dirait aujourd'hui, comme Lever et Lavanchi Clark, ont formé une équipe tellement spéciale. Ce qu'on peut rajouter, c'est que si vous allez voir l'exposition, d'abord les panneaux sont en 3 langues. Et pas seulement en allemand et en anglais, donc c'est en français aussi, ce qui est bien. Ensuite, ça dure bien à peu près un peu moins de temps que le film, si on veut bien tout regarder, donc consacrer bien 1h30 à ça. Et puis, ça veut dire quoi, consacrer 1h30 à ça? Je pense que une des grandes différences, c'est presque un des chocs qu'on a quand on passe du film à l'exposition, c'est les objets. Les objets n'ont pas forcément d'odeur parce qu'ils sont dans le musée, vous ne les sortez pas d'une armoire où c'est un peu moisi, vous ne les découvrez pas comme ça, mais vous voyez des objets. Et cette mise en scène des objets, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être vu en complément au film. En plus, c'est beaucoup plus éphémère que le film. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions dans la salle ou des réactions? Qu'avez-vous pensé du film ou du personnage? Je ne sais pas. Il n'y a pas besoin d'être professionnel de la profession pour poser des questions. Donc, vous réfléchissez-y. Et puis, dans le terme, je voulais juste savoir un peu si on recontextualise juste Lavanchi Clark peut-être par rapport à d'autres pionniers du cinéma de son époque. Où est-ce qu'il se situe? Il ne se situe pas chez ceux qui inventent, il se situe chez ceux qui cherchent à savoir qu'est-ce qu'on invente. Donc à ce moment-là, quand on regarde la correspondance qu'il a avec Stolwerk, par exemple, le fabricant de chocolat, on s'aperçoit que Stolwerk, lui aussi, il est à l'affût. Il a des agents un peu partout, et puis il demande à ses agents qu'est-ce qu'il fait Edison, ou bien qu'est-ce que fait Burt Akers en Angleterre, que fait machin dont j'ai entendu parler là dans mon propre pays. Demeny, il est lié à Demeny, vous avez vu pourquoi. C'est quelqu'un qui est à l'affût de l'innovation. Donc à ce moment-là, si vous faites la carte des relations directe ou indirecte qu'il peut entretenir, c'est celle que les historiens des débuts du cinéma font en disant ils sont partout tous en train d'inventer, ils sont partout tous, et c'est pas pour rien que Manoni appelle les Lumières les ouvriers de la 25e heure, parce que c'est eux qui viennent mettre en place un excellent appareil. Ils ont le tort de le concessionner au lieu de le vendre, mais parce qu'ils sont pas tout à fait tout de suite les 400 appareils qu'ils pourraient avoir voulu vendre. Et Lavanchi Clark est un de ces concessionnaires. Et les concessionnaires des Lumières, c'est-à-dire des gens qui pendant une année vont pouvoir utiliser la caméra avec un opérateur qui rend des comptes à Lyon, ces concessionnaires sont extrêmement divers. C'est pas juste les photographes s'en foutent parce que ça bouge, ça les intéresse pas, ça ressemble au vrai. Eux, ils veulent savoir si je claque maintenant
Vous avez vu Laura, là? Ils veulent photographier Laura, les photographes. Ils veulent photographier ma main. Ils veulent photographier un coffret où il y a dedans peut-être des trésors. La photographie animée, c'est du kiff-kiff. Donc les gens qui vont se retrouver, bien sûr qu'il y a des photographes aussi, mais les gens qui vont se retrouver en concession de ça, c'est des gens atypiques souvent. Et dans ce cas-là, Lavanchi Clark, il est à la fois typique et atypique. Il est typique parce que du point de vue de l'innovation, il est à l'affût, et il est atypique parce qu'il vient d'ailleurs, il vient du savon. Ça veut dire que vous apprenez que les débuts du cinéma en Suisse, l'introduction du cinéma en Suisse, si on vous parle que cinéphiliquement, on se met le doigt dans l'œil. On doit dire que c'est le savon. Et on se demande, mais ailleurs, c'est quoi? Ah ben, je te le verrai que c'est le chocolat. C'est quand même bizarre, j'ai jamais appris des choses comme ça avant. Quand on parlait des débuts du cinéma, avec les deux frères. Et je me demandais, s'il y a des questions, vous levez la main, il y a un micro qui se promène. Ah, je crois qu'il y a un candidat à la question. À l'instant. Merci. Merci de ce film très intéressant, c'était vraiment une belle mise en contexte, comme ça c'est vraiment passionnant. Et moi je me demandais, on voit qu'il y a un certain nombre de films qui sont intégrés tout de suite au catalogue Lumière, et puis il y en a d'autres qui sont restés hors du catalogue. Est-ce qu'on a une idée de la proportion? Et puis alors ça va complètement contre ce qui était annoncé avant pendant longtemps, comme quoi ça aurait été Promio qui aurait tourné les images à Genève, et donc là vous laissez entendre que c'est Émile à certains moments qui tournerait la caméra. Ça, il y a de la documentation qui permet de comprendre un peu qui est l'opérateur qui tourne. C'est ça aussi qu'on se pose comme question à un moment. On le voit tout le temps à l'écran, donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui tourne la manivelle, donc voilà, c'est ça ma question d'une certaine manière. Ah, c'est une très grande question. Vous savez, Promio, le fameux Promio, a fait ses mémoires, je crois, 20 ans après qu'il a cessé de filmer. Et de toute façon, il était un... Alors, soit si sa mémoire était courte, ou soit qu'il était il a exagéré énormément. Et j'ai bien, là tu sais beaucoup mieux que moi, mais j'ai bien l'idée que les lumières, qui n'étaient d'ailleurs pas très coopératives à tous les projets, qu'il les... Les lumières Lyon, l'Institut, les lumières de l'Institut, les lumières, oui. Non. Juste, ils ont une tradition de se cacher un tout petit peu derrière Promio. Si l'on a un doute, c'est Promio. Et par Roland a pu pratiquement prouver que le fils de le frère Émile était l'opérateur aussi, et on a pu même l'identifier sur le numéro, sur ce film devant le palais. C'est-à-dire, avec Lavanchi Clark, on peut être plus ou moins sûr que c'était que les films faits à Saint-Gall et les autres étaient faits par lui-même ou par Émile qui a normalement fait des projections. Nous avons bien l'idée que Lavanchi Clark était toujours sur place avec la première. Était dans la grande salle, avec normalement sponsoré à des Arméniens ou n'importe qui, et puis son frère a continué l'opération. Ces tournées, oui, c'est ça. Mais pendant ces tournées, ils ont certainement aussi tourné. Et tu te souviens, on avait une grande discussion que tu avais douté que Lavanchi Clark a filmé lui-même, et que nous avons trouvé pas mal de ces agendas, et là on peut dire on peut pratiquement exclure que son frère était présent, puisque c'était des voyages où il était un jour à Cologne, l'autre jour à Bâle, le troisième jour à Genève. Alors la vitesse était tellement que je suis sûr que c'était lui qui a fait. Par exemple, même les fameuses prises à Bâle, je suis sûr que c'est lui-même, puisque
on voit son chapeau. Du carnaval. C'est du carnaval, oui, le passe-face entre les droits. Ça ne peut être rien d'autre que lui-même. Alors, combien d'opérateurs sont identifiés sur les Victoriens des Lumières, je crois, une vingtaine. Hein? Qu'est-ce que s'appelle les Victoriens? Victorian Cinema, le cinéma. D'opérateurs lumière? Ouais. Oh, il y en a, je pense, oui, entre 25 et 30. Ouais. Mais pour répondre à la question, en développant ce que tu dis, effectivement, si on t'écoute, on comprend qu'il y a beaucoup de déductions. Et qu'effectivement, à un certain moment, c'est la validité d'une déduction qui va dire oui, c'est Émile, oui, c'est pas Girel, parce qu'il y a Constant Girel qui tourne, qui est un opérateur des Lumières, un très jeune opérateur des Lumières. Donc, quand on a dû montrer à Pordenone les films, c'est-à-dire les vues Lumière, hein, chaque film durant 50 secondes, on a fait un programme d'une quarantaine de ces vues, tout à fait indépendamment du film, pour montrer les vues. Le problème du catalogue, c'était de désigner les opérateurs. Et on a affirmé très clairement qu'un certain nombre d'attributions étaient des déductions. Parce que, ça c'est une autre chose très intéressante, c'est que devant ce film, vous avez l'impression d'une pléthore, d'une énormité d'objets, extrêmement variables, de documents différents. Mais Lavanchi Clark, il a écrit peut-être un petit texte très tardif sur ce qu'il a fabriqué avec ce qu'on vous a montré pendant à peu près une heure, 2 heures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écrit. Donc vous trouvez devant un travail archéologique, parce que les données de type documentaire papier font défaut. Ils font défaut pour énormément de gens de cette période, bien sûr, et c'est une des choses intéressantes, parce que ça vous oblige à des astuces comme celle de chercher dans l'image quelqu'un qui pourrait avoir affaire avec le tournage. Parce qu'aussi, ces films, quand vous les verrez... pour de vrai, entre guillemets, c'est-à-dire quand vous verrez les vues, la fascination qu'ils exercent dans l'idée qu'on voit le réel est tellement grande. Le film la déjoue, cette fascination. Hein, il est en train de vous dire, mais Coco, qu'est-ce que vous regardez le pont, bon, d'accord, voilà. Hodler, il est là. Personne ne le sait, évidemment. Et il n'était pas là pour qu'on le sache. Mais aujourd'hui, on a une espèce de rapport obligatoirement complexe à ces images, parce qu'à la fois, on regarde la ville d'où on vient. Hein, tout à l'heure, on discutait, je viens de Saint-Gall, voilà, cette fontaine, je la regarde. Et à la fois, on est devant quelque chose qui est un artefact, c'est-à-dire qui est du discours. Et c'est ça que le film dit, et la démonstration qu'on peut faire des recherches d'identification dit aussi. Et c'est ça qui change obligatoirement notre rapport à toute image qui vient d'un passé si lointain, où on la voit comme si c'était du vrai. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Levez votre bras. Madame, au fond. Maxime, peut-être. Oui, pour compléter ce que Roland vient de dire, je peux faire l'hypothèse qu'il y a beaucoup de films qui ont été tournés par Émile, donc le frère cadet de François-Henri Lavanchi Clark. Et donc ça, je le sais par l'histoire familiale, parce qu'il se trouve que c'était mon arrière-grand-père. Et donc je suis l'arrière-petite-nièce de François-Henri Lavanchi Clark. Et cette histoire-là, on n'a pas de traces écrites. Tout ce que je sais, c'est par mon oncle, donc le petit-fils, un des petits-fils. Et Émile est mort relativement tôt, mais sa femme a vécu beaucoup plus longtemps. Et elle lui racontait tout ce qu'ils avaient fait au Palais des Fées pendant l'exposition. Et ensuite, ils ont été faire les tournées en Suisse. Donc je sais que Émile et sa femme faisaient des tournées en Suisse et diffusaient les films Lumière dans les palais, les cursalles, les hôtels, etc. Mais il n'y a pas de traces écrites. C'est-à-dire que quand on voit des annonces dans les journaux, il n'y a pas le nom du projectionniste.
C'est mis simplement, demain à 20h, vous aurez une projection des films Lumière aux Avants, ou à Caux, ou à Territet, ou à Montreux, ou à La Chaux-de-Fonds, etc. Ou ici. Et il n'y a pas de preuves. Donc tout ce que je sais, c'est par l'histoire familiale que j'ai transmise à Roland Cozandet. Et voilà, donc c'est par recoupement. Donc il y a un certain nombre de films où je me dis que ça doit bien être Émile, pour deux raisons. Une raison, c'est parce qu'on voit François-Henri avec son grand chapeau à l'image, donc il n'était pas derrière la caméra. Et l'autre raison, c'est le réclame, Sunlight. Ce que les gens de l'époque savaient très bien, puisque l'Expo nationale, c'est combien? 6 mois? Ouais, 6 mois. Pendant 6 mois, les gens ont passé au champ de foire parce que ça les enquiquinait un petit peu, à part le village suisse peut-être, d'aller voir des montres exposées empilées comme ça. Ils allaient au champ de foire qui a été passablement d'ailleurs une faillite, mais ils ont été, tous les articles de presse le disent, voir là des films pour la première fois. Et l'association avec Sunlight, comme le film le montre bien, était une association que l'on savait, mais qu'on ne disait pas, puisqu'il fallait entrer dans le pavillon, il y a quelques photos qui le montrent, pour voir l'affichette Sunlight. Ça veut dire que quand La Vanchiclar commence ses tournées après l'exposition ou un peu avant, ça dépend, avant la fin, c'est octobre 1896, ce qui est intéressant, c'est que d'autres, ils sont avant lui, dans les villes, donc il est obligé de dire c'est l'authentique cinématographe Lumière, mais d'autres ont passé parce que d'autres ont acheté des caméras et ont produit des films. Donc il y a, si vous prenez l'année 1896 en Suisse, il y a 30 lieux où on montre des films dans la carte de la Suisse, c'est pas seulement dans les chefs-lieux, et il n'y a pas dans ces 30 fois La Vanchiclar, parce qu'il peut pas être, même s'il a un Émile, il n'est pas ubiquiste. Donc ça aussi c'est très intéressant, parce que ce savoir-là, il a disparu. L'association de ces films que moi je voyais au Ciné-Club, dans la filiation Lumière, avec le savant Sunlight, à aucun moment c'était quelque chose qui apparaissait. Alors que c'était un savoir de l'époque, quand on va observer, en tout cas la première année, peut-être jusqu'au milieu de l'année 1897. Après aussi, puisqu'il a son almanach, et qu'avec son almanach, continuer. C'est dingue parfois. Comme il réutilise les photos et tout ça dans les almanachs, et alors auparavant on a toujours cru qu'il avait exagéré, mais ce sont des pistes qu'il faut suivre. Par exemple, votre arrière-grand-père, il est dedans, et pas comme opérateur tournant, mais il montre, il nous indique sur l'affiche, n'est-ce pas, ce qui était un endroit tout à fait logique. Alors en ce moment-là, c'est certainement pas Émile qui tourne derrière la caméra, mais je suis pratiquement sûr que La Vanchiclar a mis l'appareil, et puis le tournage n'était pas un miracle à faire. Par exemple, je viens de dire ça avec l'almanach. Un certain monsieur Kiralfi avait fait des photos dans cette séance d'expo que vous avez vu, même cette ronde familiale avec la petite charrette. Ça est probablement fait par Kiralfi, puisque c'est indiqué dans l'almanach, et ce monsieur Kiralfi était le Barnum numéro 2, c'était spectacle international, et Kiralfi et La Vanchiclar ont voulu importer la Buffalo Bill Show à l'exposition nationale. Alors on a toujours des fils qui se perdent, mais normalement qui se retrouvent. Et je suis sûr qu'avec tous les matériaux que vous peut-être avez toujours, ou que vous allez retrouver sur Émile, alors ça nous emportera loin, hein, surtout pour notre projet de bouquin. Est-ce qu'il y a encore une dernière question dans le public ? Je peux parler comme ça.
D'accord, ok. J'ai juste une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, que ça a été partiellement une faillite, cette partie de l'exposition nationale. Ça veut dire que les gens n'étaient pas très nombreux à aller voir les films, ou est-ce qu'il y avait du monde? Est-ce qu'on sait ça? Est-ce que ça intéressait le public? Si on le sait très bien, il a perdu 70 000 francs et il avait une bagarre avec Liv qui devrait le payer. Mais le problème était que la première moitié de l'exposition était sous la pluie et normalement on est allé au village suisse. C'était le 2 millions c'était fréquenté par 2 millions. Et ce foire était une sorte... L'Avantchi Clark a souffert d'être forcé d'être là. Ils n'ont pas mis l'électricité et tout ça. C'est-à-dire le 15 mai, où les prises ont été faites, était pratiquement l'ouverture de ce champ de foire. Alors, tout était mal organisé et l'organisation n'était pas c'était un endroit différent, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, et souvent ce qu'on lit sur cette histoire de lien entre le cinématographe Lumière, l'Avantchi Clark et l'exposition nationale, c'est qu'on confond. Pourquoi l'Avantchi Clark, il est sur le champ de foire, le film le dit, il a un produit anglais. C'est pas dans l'exposition nationale suisse, qu'elle soit de 64 ou de 96 ou de 14, qu'on va pouvoir faire de la retape pour un savon Sunlight qui est anglais et dont on essaye de faire fabriquer en Suisse et qui finira par être fabriqué aussi en Suisse. De même que la notion de publicité. Suchard ne peut pas faire sa publicité à cet endroit-là. Donc il y a un interdit à la fois sur le produit, et le cinématographe Lumière, c'est pas un produit suisse. À ce moment-là, il y en a un à Zurich qui fabrique une caméra, lui, il n'est pas à l'expo. Pour parler des gens qui ont fabriqué, citons-le celui-là. Et donc, le champ de foire, c'est vraiment le champ de foire, ça s'appelle... Comment ça s'appelle déjà? Parc de plaisir. Parc de Plaisance. C'est un nom qui vient des expos allemandes ou des expos américaines. Et ce parc de Plaisance, c'est un champ de foire. Et où il y a les attractions de l'époque, y compris, ils n'ont pas pris la plus grosse femme du monde qui était viennoise, mais ils auraient très bien pu prendre Buffalo Bill et les Indiens qui tournaient en Europe, parce qu'il était comme un cirque. Cet endroit-là est comme ça. Après, effectivement, il a fait moche pendant à peu près toute l'expo. Et l'administration n'était pas correcte. Donc il n'y a pas que l'Avantchi Clark qui a perdu des sous. L'ensemble de cette chose-là, qu'on va focaliser parce qu'on est l'Avantchi Clarkien sur le Palais des Fées, c'est une faillite générale et beaucoup de gens abandonnent pendant l'exposition. Alors cette distinction, elle est vraiment importante parce qu'on ne comprendrait pas pourquoi le cinématographe Lumière serait dans une exposition nationale suisse par la seule vertu de la nationalité de son représentant. Et le savon, la même chose. J'ai répondu. Ouais. À propos, en plus, on peut finir peut-être sur ça, sur le Major d'Avel. Puisque on va majordaveliser ces temps. Non, c'est par rapport à ce que tu montres du génie publicitaire de l'Avantchi Clark. Il se trouve qu'il sort son almanach. Et il sort un almanach à l'effigie du Major d'Avel pour vendre du savon. Et en plus du savon pas vaudois, du savon de Liverpool. Et contre les Bernois. Alors le canton de Berne était un client. Il y avait pas mal de la clientèle là. Et c'était audace de prendre ce tableau de glaire, de piquer ça, de kidnapper Major d'Avel pour faire de la pub. Donc le tableau était encore entier. Et il ne faut pas oublier, c'était sensationnel d'avoir ces titres
en couleur. C'était de la lithographie très, très, très... Tu parlais de la couverture des almanachs. Oui, alors, dans tous les ménages, la ménagère a pu utiliser cette icône de Major Davel pour l'encadrer et le mettre... Alors, et puis un des motifs que vous voyez souvent venir sur l'almanach, le film le montre souvent, c'est le château de Chillon. Parce que quand ils ont été au Bouvray, en affrétant tous les vapeurs qui existaient encore sur le lac à ce moment-là, le château devient un emblème publicitaire avec une autre imagerie, puisqu'au pied du château de Chillon, il y a des laveuses. Mais quand Lavenchy-Clark essaye d'ouvrir une usine de savon dans le canton de Vaud, avant d'être à Holton, il se heurte à une opposition extrêmement forte de la part du Conseil d'État, parce qu'il demande que la gabelle sur le sel ne lui soit pas demandée. Or, le savon utilise des tonnes de sel et la gabelle était très élevée et le canton recevait évidemment une part d'argent de cette gabelle, mais c'était la gabelle qui allait à l'État. Et donc il y a une autre polémique, parce que Lavenchy-Clark est un personnage qui suscite des polémiques, et puisqu'on est dans la région, il y a une autre polémique, c'est celle-là. C'est le fait que les savonniers suisses étaient très hostiles à cette démarche et qu'on estimait au Conseil d'État qu'il y avait là une opération de capitaliste pas tout à fait honnête, parce qu'on ne sait pas trop d'où il venait, à part cette espèce de Lavenchy-Clark. Donc il y a une histoire comme ça. Et allez vous promener, cette histoire elle existe aussi dans la géographie, puisqu'on peut aller voir des vitraux. Ah oui, Lutry, oui. Tout d'un coup, Lutry change. Et puisqu'on parle de publicité, donc j'en profite d'abord pour vous demander, si vous avez aimé le film bien évidemment, d'en parler largement autour de vous, puisque le film sort demain au Pathé Galerie. Et puis je vous signale également l'apparition du très beau coffret de Lausanne de Lumière à Godard, qui est avec le livret de Roland Cozondet avec 50 films qui montrent Lausanne, que nous avons édité à la Cinémathèque. Et puis last but not least, j'ai découvert cet après-midi, parce que la villa me faisait beaucoup rêver, sur la Côte d'Azur, vous pouvez la louer. Voilà. Très bonne soirée. Merci messieurs. Et à bientôt.